Bonjour à tous, ravi d'être présent ici avec trois panélistes pour parler d'un sujet très intéressant qui est l'adoption institutionnelle du Bitcoin, une nouvelle ère pour la crypto. Donc vaste sujet, sujet d'actualité aussi. Je me présente rapidement, je suis Antoine Monbrun, directeur des opérations du Journal du Coin, donc un média que vous devez sans doute connaître. Et je vais laisser mes trois panélistes se présenter eux-mêmes. Qui commence? Alistair. Merci en tout cas de nous recevoir. Donc, je suis Alistair, je suis responsable de l'équipe Capital Market Investment chez 21 Shares. Donc, on faisait partie des émetteurs qui ont lancé un ETF Bitcoin aux États-Unis avec ARK Invest. Donc, voilà. Bonjour à tous, Alexandre Chessé, merci de nous recevoir également. Donc moi je travaille chez Fireblocks, on a un fournisseur d'infrastructures pour sécuriser les opérations crypto et je suis en charge de la distribution de notre plateforme sur la France, le Moyen-Orient et l'Afrique. Bon, Cyril, tu t'es déjà présenté. Voilà ce que j'allais dire. Vas-y, continue parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là. Eh ben voilà, moi je suis managing director de Mélanion Capital, c'était de gestion régulée par l'AMF et je suis le créateur de l'ETF dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est investi sur les actions de la thématique Bitcoin et qui du coup a 100% de régulation et admissible dans toutes les enveloppes réglementées européennes. Et également le créateur, le fondateur et président de Mélanion Digital, qui est une société là pour le coup non régulée et qui offre des solutions d'investissement autour du Bitcoin. Super. On va commencer directement à rentrer dans le vif du sujet en essayant un petit peu de défricher ce sujet, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'institutionnel avec une sorte de fantasme en se disant que ça y est, ils arrivent, ça va tout changer, mais on a peu souvent tendance à définir ce qu'est un institutionnel, qui joue quel rôle, qui a quelle responsabilité, qui achète quoi pour qui, et il y a souvent du coup une confusion des genres entre, par exemple, l'achat pour compte de tiers ou l'achat pour compte propre, qui fait que l'interprétation de l'actualité sur le sujet de l'adoption institutionnelle est souvent un peu biaisée. Donc j'aimerais qu'on clarifie un petit peu le panorama des acteurs qui sont présents. Qui veut commencer et se jeter dans le bain? Cyril, Alistair? Ouais, je peux commencer. Alors, je pense que c'est une très bonne question parce qu'en effet, institutionnel, ça veut tout et rien dire là-dessus. Ce qui s'est passé vraiment, je pense, surtout sur les derniers 12-24 mois, c'est l'institutionnalisation de l'accès au Bitcoin. Et donc, toute l'infrastructure qui permet aux investisseurs, quels qu'ils soient, particuliers ou institutionnels, d'accéder à la classe d'actifs d'une manière beaucoup plus régulée. Alors, c'est via les ETF, mais ce n'est pas que seulement ça. Ça peut être aussi l'accès à des futurs. Il y a des bourses régulées en Europe, comme la bourse en Allemagne, qui offre maintenant désormais de pouvoir traiter du Bitcoin en direct. Donc en fait, c'est plutôt l'accès qui a été très démocratisé là-dessus au niveau institutionnel. Au niveau des gérants d'actifs purs, est-ce qu'on voit tout de suite cette adoption? Ce sera un autre sujet. Mais voilà, c'est plutôt, je dirais, l'accès. Et ça, cette partie-là a été complètement institutionnalisée déjà. Et ce qui ouvre la porte, du coup, à plus d'adoption dans le futur. Oui, pour compléter, je dirais que quand on parle d'institutionnel, c'est assez large. On peut parler aussi de sociétés cotées. On sait qu'il y a une société qui s'appelle MicroStrategy qui achète du Bitcoin. Donc c'est un institut qui se met à acheter du Bitcoin. On a même une banque centrale au Salvador. Mais sinon, vraiment, on a les gestionnaires d'actifs, les banques qui s'y mettent, les hedge funds qui, eux, le font pour leur compte propre, sachant que les banques et les gestionnaires d'actifs, c'est plutôt pour le compte de tiers. Donc voilà, donc c'est un large spectre. Et comme l'a dit Alistair, ça s'est accéléré ces 12-24 derniers mois. Donc il faut faire attention quand on entend dans la presse que Goldman Sachs ou Morgan Stanley a acheté des ETF Bitcoin. Ça ne veut pas obligatoirement dire que la détention se fait pour compte propre. C'est souvent les clients qui finalement passent par ces gestionnaires pour accéder à ces produits financiers. Donc ce n'est pas la même narration qu'on va avoir derrière. Justement, pourquoi est-ce que ces institutions aujourd'hui elles achètent du Bitcoin? Alors on connaît tous peut-être la proposition de valeur de cet actif, mais quelles sont les motivations de ces acteurs institutionnels? Qu'est-ce qui a fait aussi peut-être que dans le temps, on a eu un changement d'approche? Je pense que l'adoption n'a pas été faite dès 2009, ça a pris du temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'elles achètent et qu'est-ce qui a provoqué cette évolution vers l'achat, ce changement de mentalité? Alexandre. Je pense qu'il y a une demande client. Il y a énormément de clients retail ou institutionnels qui maintenant cherchent à avoir un accès à cette nouvelle classe d'actifs. Donc ça invite, voire force certains acteurs institutionnels à trouver des solutions pour offrir ces expositions. Il y a encore des barrières à l'entrée aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Je pense qu'on est vraiment au début de l'adoption institutionnelle.
qui peut se faire par des moyens, j'allais dire, dérivés par des ETF, mais l'adoption, j'allais dire, en direct, avec la gestion d'une clé privée et l'accès en direct de Bitcoin, je pense qu'on est encore assez balbutiement, mais ça répond à une demande client. Et puis pour les banques qui vont gérer ça pour leurs fonds propres, c'est une nouvelle classe d'actifs qui est relativement volatile, avec des problématiques de liquidité. Donc ça permet également de générer des revenus potentiellement très intéressants. Et je pense que ça incite aussi certains fonds à choisir d'investir dans le Bitcoin pour justement générer des revenus pour leurs fonds propres ou le compte de clients. Et je dirais aussi, c'est pour complémenter, c'est que c'est aussi une diversification. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs, ceux qui ont été, et les institutionnels, ceux qui ont adopté déjà une exposition Bitcoin, en général, c'est une diversification vis-à-vis des autres risques qu'ils ont dans leur portefeuille. Alors, c'est du coup un petit montant et ça va rarement être plus que 5% de leur allocation, mais ça permet de diversifier son portefeuille, d'apporter un autre risque profil à son investissement. Beaucoup d'analyses justement de gestionnaires d'actifs montrent que mettre une petite portion dans le Bitcoin sur une période de 5 ans, quel que soit le niveau d'entrée, en fait apporte des meilleurs ratios, que ce soit le max drawdown, le Sharpe ratio, etc. Donc ça apporte quelque chose dans un portefeuille. Ouais, juste pour donner quelques chiffres, effectivement, si on regarde la performance annualisée sur les 10 dernières années, on est sur 120% annuel sur le Bitcoin. Et pour appuyer ce que dit Alistair, en termes de diversification, il y a des études qui ont été faites avec des portefeuilles 60-40, 60 actions et 40 obligues. Le fait d'ajouter 5% de Bitcoin double pratiquement la performance avec une hausse de la volatilité de l'ordre de 1%. Donc c'est un vrai... le sujet de la diversification est clair. Après, on ne va pas se mentir, les autres institutionnels, compte tenu, et j'en ai parlé tout à l'heure, de ce qu'a fait BlackRock, veulent faire comme les gros. Donc il y a un côté suiveur aussi maintenant, en disant, bon, comme BlackRock y est allé, maintenant je veux y aller. Ok, super intéressant. Alexandre, en préparant ce panel, on avait aussi discuté du fait que les acteurs institutionnels ne rentrent pas toujours dans le secteur crypto via Bitcoin, qu'il y a parfois aussi un intérêt pour la tokenisation. Alors on ne va pas faire tout le panel sur ce sujet-là parce qu'on est quand même à Surfing Bitcoin, mais toi qui interagis avec ces acteurs-là, quel est souvent l'intérêt porté par ces acteurs? Est-ce que c'est d'abord Bitcoin? Est-ce que c'est la tokenisation? Est-ce que c'est d'autres choses? Et est-ce que Bitcoin finalement est la première chose ou ça vient après seulement? Alors c'est une bonne question. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de banques sont intéressées par la nouvelle technologie, que ce soit l'IA ou la blockchain. Pendant longtemps, je pense que Bitcoin a été un peu un gros mot. C'est très volatile, il y a beaucoup de risques associés à la gestion de l'actif, à toutes les activités illicites qu'on peut imaginer derrière. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que, et dans cet objectif de regarder cette techno, il y a ces initiatives de tokenisation de tout un tas d'actifs pour commencer à mettre les mains dans le cambouis, à regarder comment fonctionne la technologie blockchain, comment on peut l'adopter et l'utiliser. Je pense qu'on est au tipping point. On va arriver maintenant à un moment où les banques et les institutionnels vont commencer vraiment à acheter du Bitcoin pour tout un tas de raisons, mais la régulation pour commencer commence à être propice. On a en France une régulation qui est propice à l'activité avec les actifs numériques. Il y a encore des blocages dans certains pays. Mais on remarque vraiment un shift entre il y a quelques années où on n'osait pas trop parler du Bitcoin, alors on faisait des initiatives de tokenisation. Aujourd'hui, ces initiatives avancent au stade d'après, c'est la monétisation de ces actifs tokenisés. Et en parallèle, on voit ce mouvement vers une adoption proche, j'imagine, pour les cryptos et le Bitcoin en particulier parmi les instituts et les banques. Ok. Là, on a beaucoup parlé de l'aspect un petit peu conservation à des fins spéculatives de l'actif Bitcoin. Mais il y a aussi des fins parfois utilitaires, c'est-à-dire utiliser un système de paiement international, un actif incensurable. Est-ce qu'on a des exemples d'institutions qui finalement font l'acquisition de Bitcoin pour ces fins-là, ces fins utilitaires, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est la spéculation qui domine toujours sur le marché? Oui, je dirais que c'est la spéculation domine là-dessus. Ce sera plutôt limite des autres coins qui vont être utilisés pour pouvoir faire des transferts de USDC, USDT, etc. Je pense que les institutionnels qui justement adoptent actuellement Bitcoin, soit c'est pour faire une réserve,
et donc ils peuvent le faire en direct, etc. Soit c'est voilà, des fins spéculatives pour le moment ou de diversification de portefeuille. Mais l'utilisation en soi de la blockchain, c'est pas trop encore le sujet, je pense. Et le Bitcoin, c'est relativement long. On imagine 10 minutes par bloc, c'est pas aussi instantané que d'autres types de moyens de paiement. Alors on voit une adoption des, comme tu le mentionnais, des stablecoins pour, par exemple, les cross-border paiements qui vont permettre de réduire le temps et les interactions avec les intermédiaires pour passer d'une devise à l'autre avec parfois plusieurs jours d'écart. Mais dans ce cas-là, on va avoir tendance à utiliser plus un actif, j'allais dire non volatile, un stablecoin, que le Bitcoin, ce qui va être également plus rapide, je pense. Après, on a quand même vu, il y a PayPal qui s'est mis, voilà, c'est quand même une solution de paiement à la base, et ça s'est intéressé à Bitcoin et a souhaité l'intégrer. Après, on a d'autres structures comme Strike, par exemple, mais effectivement, voilà, on est plus sur, on n'est pas forcément sur du Bitcoin pour ce type de solution. Alexandre, tu as abordé la question de la réglementation en disant qu'elle avait permis parfois de clarifier des choses et d'attirer des institutionnels. Est-ce qu'on peut dire que cette réglementation aujourd'hui, elle est un frein ou est-ce qu'elle est au contraire un moteur de l'adoption institutionnelle? Et si elle est moteur, est-ce que ça crée des disparités à l'échelle mondiale? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même état d'avancement de la réglementation. Qu'est-ce que ça change finalement? Alors je pense que c'est un peu trop tôt pour que ce soit un frein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions qui attendent de l'avoir de la visibilité pour pouvoir se lancer. On peut faire le parallèle entre plusieurs marchés, mais aujourd'hui en France par exemple, si une banque veut offrir des services crypto, c'est tout à fait possible. Il y a un process, il y a une loi. Je ne pense pas qu'on puisse dire la même chose aux États-Unis. Donc pour l'instant, ça va aider les institutions à se lancer. Ça pourra à terme potentiellement devenir un frein à certains types d'activités ou certains types de transactions, mais je ne pense pas qu'on en soit encore là. Je pense qu'on est vraiment au tout début, et ce que les banques attendent, c'est vraiment cette clarité. Et aujourd'hui, on l'a en France, et c'est pour ça que justement tu parlais de disparité. On a beaucoup d'acteurs institutionnels qui choisissent de s'installer en France parce que Mika, parce que par Sporting Europe, et ils ont avec un cadre réglementaire la possibilité de travailler dans plusieurs pays. Donc moi je pense que ça aide considérablement l'adoption aujourd'hui. Alistair, vas-y. Non, je suis totalement d'accord. Je pense que la régulation était extrêmement importante pour en fait amener les institutionnels à pouvoir opérer dans un cadre juridique et légal pour eux. Et on a vu sur les 3 plus gros marchés des capitaux actuellement en fait dans le monde, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni et Hong Kong, qui ont ouvert donc l'accès via des véhicules, que ce soit encore une fois ETF ou futur, au Bitcoin. Ça donne ça permet vraiment aux institutions d'entrer dans l'espace sans prendre de risques de régulation, parce qu'ils ont suivi quand même malgré tout les déboires de l'industrie sur les 2 dernières années dans le dernier cycle, et donc avoir un cadre réglementaire va forcément aider, je pense. Moi, je nuancerais peut-être un tout petit peu en disant que oui, ça rassure, et ça c'est indéniable. On ne peut pas y aller s'il n'y a pas de régulation. En revanche, en commençant à s'y frotter, là on voit qu'il y a des freins et des obstacles et des problématiques aussi nationales, et en particulier le fait d'avoir une facilité d'ouverture dans un lieu mais pas dans un autre, avec tout ce que ça peut créer d'arbitrage réglementaire, etc. Donc oui, c'est nécessaire, mais c'est encore trop complexe pour que ce soit quelque chose de globalement acquis pour tous ces institutionnels. Non, mais tu as raison, le problème en fait c'est qu'il n'y a aucune uniformisation dans les réglementations. Il y a une réglementation mais elle est partout différente. Tu parlais tout à l'heure dans ton panel, enfin dans ton keynote sur l'Europe. L'Europe est le meilleur exemple. On n'arrive pas, alors qu'on avait de l'avance, à se mettre bien d'accord là-dessus, et donc les 27 juridictions complètement différentes, tu n'as pas le même accès dans les mêmes pays sur des produits similaires. Ah, justement, donc on a des réglementations différentes qui créent des accès à des produits différents. Pour revenir à ces produits, justement, alors on a parlé des ETF cette année en long et en large, notamment sur notre média, donc c'était le sujet un petit peu cœur. Cyril, tu en as parlé juste avant et tu as un petit peu développé de quoi il s'agissait. Au-delà de ces produits-là qu'on commence à comprendre, à connaître, et qui ont un succès absolument fou, notamment aux États-Unis, qui ont battu tous les records, quelles sont les différentes manières
qu'ont les institutionnels d'investir dans le Bitcoin. Est-ce qu'on a de l'achat en direct avec conservation peut-être des fonds en self-custody? Est-ce qu'on passe par les marchés futurs, des marchés dérivés, d'autres produits de ce type? Est-ce qu'on a des produits qui permettent de se hedger aussi? Bref, quelles sont les différentes palettes de produits auxquels ont accès les institutionnels? L'ETF, ça reste ultra facile. On utilise les mêmes systèmes, on a accès aux mêmes échanges, le même custodian, c'est plug and play. Et pareil pour les futurs. On pourrait parler des marchés dérivés qui sont encore naissants, j'allais dire. Et c'est un actif qui est cher à hedger puisqu'il est volatile. Après, l'un des challenges à l'adoption directe, je pense, c'est la gestion de clés, tout simplement. Beaucoup d'acteurs institutionnels aujourd'hui vont utiliser le service de ce qu'on appelle un sub-custodian qui va détenir pour eux l'actif numérique. Donc la banque n'aura pas les clés, mais le custodian aura les clés. Ça pose des problématiques d'exposition de risque, d'accès à l'asset. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que Fireblocks offre de la self-custody, donc qui permet à la banque de gérer elle-même ses clés et ses actifs. Mais on ne va pas se mentir, ça reste compliqué à mettre en place. Ça implique des systèmes différents, ça implique des connexions à des systèmes annexes pour tout ce qui est KYT, Know Your Transaction, pour tout ce qui est accès à la liquidité. Donc cette partie-là, je pense, aujourd'hui reste potentiellement un frein, mais les produits les plus utilisés, et on l'a vu avec le succès des ETF, c'est tellement facile en fait. C'est les mêmes systèmes et tout fonctionne parfaitement pour les banques pour offrir l'exposition à ce moment-là. Ouais, et en plus, la raison pour laquelle les ETF sont ont réussi tellement sur les dernières années, pas que sur les cryptos, mais en général, c'est aussi une économie d'échelle. En fait, quand on achète un ETF, on bénéficie de la taille de l'ETF en général pour avoir des coûts moins élevés sur justement la custody, etc. Donc si un gros institutionnel voulait une allocation sur Bitcoin et qu'il veut malgré tout donc, le meilleur standard, le cold storage, ségrégé de la balance sheet de Coinbase ou autre, il va payer peut-être en fait plus cher que sur un ETF parce que l'ETF, donc par exemple BlackRock, fait 20 milliards. Quand on a 20 milliards sous gestion avec Coinbase, on peut renégocier les frais de custodian beaucoup plus facilement que si on n'a qu'une petite exposition. Donc en fait, on bénéficie de l'économie d'échelle et donc ça a été voilà, un grand succès, notamment grâce à ça. On l'a vu de toute façon avec la guerre des frais qui a animé un petit peu la fin de l'approbation de ces ETF avec des frais qui sont descendus, qui aujourd'hui sont autour de 0,15-0,2%. Ce qui est, c'est vrai, assez faible. On a parlé de la volatilité un petit peu. Nous, bon, on est un peu tous des gènes, hein, parce que quand on investit dans le Bitcoin depuis des années, on subit des volatilités qui sont importantes. Les acteurs institutionnels, comment est-ce qu'ils abordent ce sujet-là de la volatilité? Comment est-ce qu'ils gèrent ce risque? Est-ce qu'il y a des outils à disposition? Cyril? En fait, la façon la plus simple de gérer la volatilité, c'est le poids. Parce que finalement, si on met un poids faible sur quelque chose de très volatile, le portefeuille global sera moins volatile. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a aussi un biais un peu cognitif, c'est que quand on pense volatilité, on pense baisse. Mais si on s'intéresse au cours du Bitcoin, il est très volatile, mais avec de la volatilité finalement qui a été faite à la hausse. Donc souvent, c'est volatilité égale baisse égale peur, mais il faut quelquefois prendre un peu de recul. Donc moi, mon message sur ce hedge de volatilité, c'est le poids. Et d'ailleurs, c'est en ligne avec ce qui se fait aujourd'hui dans les gestions de portefeuille. Il y a un poids qui est relativement faible. En général, ça va jusqu'à 5%. Et ça permet de contrer cette volatilité. D'autant plus que, comme on a une corrélation faible, le portefeuille global va avoir une volatilité qui ne va pas fortement augmenter, puisque la volatilité et la façon dont bouge le Bitcoin en particulier est relativement différente de la façon dont bougent les autres actifs. Donc finalement, on a quand même c'est aussi un frein, hein, parce que si on doit allouer un pourcentage de son portefeuille plus faible pour réduire ce risque de volatilité, on peut imaginer qu'un Bitcoin moins volatile, même si peut-être il est moins attirant au niveau spéculatif, va permettre à des institutions d'augmenter ce pourcentage dans leur portefeuille. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à l'avenir avec un Bitcoin moins volatile ? Alors oui, c'est possible, mais aussi il y a des actions qui sont plus volatiles que Bitcoin, et notamment toutes le top 7 actuellement aux États-Unis, les Nvidia, les Tesla, etc., sont tout aussi volatiles que Bitcoin. Donc
la volatilité en fait même attire en fait les investisseurs. Il faut pas, comme tu disais, Cyril ici, c'est pas que négatif, ça peut être assez attirant. Et par exemple, il y avait aussi des hedge funds qui détiennent beaucoup d'ETF Bitcoin dernièrement. Donc c'est des fonds spéculatifs évidemment, mais ils vont utiliser parce qu'il y a un trade d'arbitrage assez visible sur Bitcoin dernièrement, ils vont utiliser le futur et ils vont en fait donc être longs spot Bitcoin ETF et ils vont vendre le futur et en fait ils vont se gagner ce qu'on appelle la base entre les deux et actuellement c'est un trade à 9-10% qu'on peut faire en plus leverager si on veut. Donc en fait les institutionnels aiment bien la volatilité et c'est pas enfin alors encore une fois ça va dépendre de quel type d'institutionnel dans lequel on parle, quel type de mandat ils ont et là voilà, mais ça commence comme ça et je pense que moins de volatilité attirera sûrement aussi d'autres types d'investisseurs, mais fera aussi perdre ce type d'investisseurs des hedge funds qui n'ont pas forcément de vue long terme sur Bitcoin et profitent juste d'un arbitrage. On a pas mal parlé des freins, on a parlé de la conservation, on a parlé de la réglementation, ici de la volatilité. Est-ce que vous voyez d'autres freins à cette adoption aujourd'hui? Je pense par exemple aux clichés persistants. Alors peut-être que les ETF font qu'on a une prise de conscience que c'est un actif qui est approuvé par la finance traditionnelle et qui mérite qu'on s'y intéresse. Mais est-ce que vous, avec les acteurs avec lesquels vous interagissez, vous observez toujours des freins tels que des clichés ou autres? Il y a toujours une résistance de manière générale, je pense, à s'aventurer, j'allais dire, vers une nouvelle classe d'actifs. Je crois qu'on remarque, il y a des études qui ont été publiées là-dessus l'an dernier ou il y a quelques mois, qu'en fait le niveau d'adoption des actifs digitaux dans une entreprise a été lié à l'âge moyen du board. Et en fait, il y a une sensibilité auprès de ces entreprises à essayer ou pas quelque chose de nouveau en fonction de l'âge et de l'ouverture à l'innovation. Donc il y a encore des freins, c'est une certitude, mais aujourd'hui on est arrivé à un niveau de maturité qui permet à des acteurs de se lancer, soit avec des produits pré-packagés, des ETF, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un custodian. En fait, tout est réuni pour que ça puisse se lancer à grande échelle. Après, c'est juste une sensibilité au niveau du management, une résistance au risque, à l'innovation, à l'exposition aussi potentiellement, qui peut freiner. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de marchés, il est tout à fait possible d'offrir des services crypto et Bitcoin particulièrement. Cyril ? Oui, moi j'ai été confronté à beaucoup d'institutionnels, en particulier pour référencer notre ETF, qui je le rappelle est un ETF action. Donc on n'est même pas sur un ETF Bitcoin, et je me suis heurté à beaucoup de freins psychologiques en particulier, d'incompréhension sur le sujet, où des gens m'ont dit vous avez un ETF Bitcoin, donc j'avais beau expliquer non, ce sont des sociétés, ça c'est le premier point. L'autre point qui est très important aussi dans les institutions, c'est la chaîne décisionnelle. En général, lorsqu'on veut convaincre un institutionnel, ce n'est pas une personne qu'on a en face, c'est plusieurs strates. Donc quand bien même on a réussi à convaincre une première strate, une deuxième strate, il faut que le N+1 soit convaincu. Et moi j'ai eu souvent le cas où toute la chaîne était convaincue, on arrive au CEO et le CEO dit « Ah mais réétudiez-moi le truc » et ça redescend et on fait des boucles. Et c'est des boucles infinies qui ne terminent jamais. Donc cette chaîne décisionnelle qui est un vrai poids, est une vraie lourdeur, fait encore qu'on a un frein sur le sujet. BlackRock a beaucoup aidé. Moi, il y a des institutionnels que j'ai rappelés post-lancement de l'ETF et qui ont dit, vous savez, nous, on est suiveurs. Là, on a vu qu'il y avait BlackRock, on va réétudier le sujet. Voilà. Donc, c'est pas un mythe, l'arrivée de BlackRock vraiment change la donne. Ah oui, non, ça c'est une évidence. Comme tu disais, c'est un peu le côté mouton, en fait, ou FOMO, peur de manquer le train. Je pense que ça, c'est sûr que BlackRock a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé aussi dans les discussions avec les régulateurs, parce que ils sont assez proches des régulateurs. Et donc nous, ARK 21 Share, on avait déjà filé un Bitcoin ETF en 2021. À l'époque, c'était même pas une discussion, ils voulaient même pas engager la discussion. C'est vrai qu'à partir du moment où on a BlackRock, ça aide. Mais pour revenir sur les freins, moi je dirais dans beaucoup de discussions on peut avoir, notamment en Europe, le risque environnemental, le cliché du risque environnemental lié à Bitcoin, notamment avec la pression des fonds ESG qu'il y a énormément en Europe et la disclosure, la nécessité de dire à quel point notre fonds est ESG ou pas, freine l'adoption un peu dans l'investissement Bitcoin. Et étonnamment, par contre, vont considérer que du coup Ethereum est complètement green, etc. Ce qui est, encore une fois,
je pense que des clichés que l'industrie doit combattre et expliquer, éduquer, de manière à enlever encore une autre barrière un peu psychologique ici en France. Donc ça prendra du temps. La transition est toute faite en parlant de BlackRock, un petit peu sur une question plus idéologique, plus prospective. Je pense que beaucoup de gens dans la salle se posent des questions sur cet intérêt. Est-ce que idéologiquement finalement, mais aussi techniquement et même marketingment parlant, pour utiliser un mot qui n'est pas du tout français, est-ce que cette adoption des institutionnels et des plus grands, des BlackRock, n'est pas une menace pour l'avenir de Bitcoin? Alors le risque est différent peut-être dans le cadre des ETF par exemple d'un Ethereum qui est en proof of stake et pour lequel la détention de l'actif offre un pouvoir sur le réseau, mais tout de même, qu'est-ce que vous en pensez? C'est touchy. Donc, non, mais c'est une bonne question. Alors, je pense que, comme tout le monde sait, un peu, le Bitcoin, c'est venu vraiment de la base. C'est venu des particuliers, d'individus présents ici aussi. Mais pour l'adoption globale du Bitcoin comme l'ethos qui était désigné au début, il faut les institutionnels aussi, il faut un cadre sécurisé, il faut que les personnes puissent se sentir confortable avec cette adoption. C'est pas fait pour tout le monde de détenir des clés, c'est pas fait pour tout le monde de penser au débasement monétaire, etc. Donc je pense que est-ce que ça va contre? Pas forcément. Il peut y avoir aussi, je pense, différents segments dans les investisseurs Bitcoin, quels qu'ils soient. Je pense qu'on est encore au début, encore une fois. Hein. Peu d'institutionnels aujourd'hui, quand on réfléchit à toute la liste des banques qui nous passent par la tête, ou toute la liste des asset managers qui nous passent par la tête, très très peu en réalité aujourd'hui offrent ces services, ou ont commencé à lancer des produits, ou on achète régulièrement, et ça fait partie d'une classe d'actifs à part entière à laquelle ils vont réfléchir tous les quarters quand ils font leur rebalancement. On a besoin de cette adoption institutionnelle pour que derrière les retails soient supportés et puissent grandir grâce à ça. Donc ça sera peut-être une question plus tard, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit vraiment un frein ou un risque à considérer. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment au début là. Oui, bien sûr, mais pour insister un petit peu, je pense qu'il y a justement beaucoup de gens dans l'écosystème qui essayent de se projeter sur l'avenir et qui, même si le risque aujourd'hui est peut-être limité, le risque pour un réseau décentralisé de voir ces acteurs-là arriver, idéologiquement déjà, potentiellement représente un risque. On est loin de la vision peut-être originelle d'un Satoshi Nakamoto. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une menace vraiment directe sur le réseau. Moi, ce que je vois, c'est peut-être plus au niveau marketing. C'est-à-dire que si on se met à vendre le Bitcoin comme un actif qui est présent dans les ETF et que c'est le produit qui est parfait, est-ce que l'absence de détention de l'actif en propre sur le réseau ne va pas à long terme provoquer quelques problématiques pour Bitcoin? Il y aura toujours de l'actif en propre. Quand on vend une part d'ETF, on achète un Bitcoin derrière. Donc il y aura mais toujours, pas les mêmes personnes après, est-ce que ce sera concentré? Oui, effectivement, voilà. C'est potentiellement un risque que ce soit concentré sur 2, 3, 4, 5, 10 très très gros acteurs. De là à ce qu'il y ait une attaque, je ne sais pas trop. Mais ce qui est déjà le cas, même en dehors des ETF, avant il n'y avait quand même que quelques custodians dépositaires sur les actifs digitaux. Donc c'est déjà, je pense que ce qu'on va voir peut-être potentiellement, c'est une diversification des détenteurs, des custodians Bitcoin. Donc je pense que par exemple Coinbase peut perdre une part de marché dans le futur. C'est plutôt ça que je vois arriver, justement parce que BlackRock ou tous les autres émetteurs auront besoin aussi de rassurer leurs investisseurs Bitcoin vis-à-vis de cette décentralisation et de ne pas garder un risque lié à une seule contrepartie. Donc je pense que c'est plutôt ça qui pourrait arriver. Après, alors c'est un peu la réponse que j'avais donnée à la question qui m'a été posée après la keynote. Il y a aussi une façon potentiellement positive de voir les choses en disant que ça va forcer tout un pan d'investisseurs qui ne s'étaient pas intéressés au Bitcoin à s'y intéresser et potentiellement à switcher. C'est-à-dire à se dire... C'est finalement de l'ETF à de la détention. Pourquoi pas? Puisque finalement, normalement, on doit s'intéresser un peu à ce dans quoi on investit. Et si on creuse, on se rend compte que ça peut être intéressant de les investir en direct. Donc voilà, je préfère être optimiste sur le sujet. Même si idéologiquement ça peut être un peu difficile, comme on l'a dit, parce qu'à la base c'était pour lutter contre la finance traditionnelle, et là elle est en train de se l'approprier.
mais le chemin inverse n'est pas inconcevable. Écoutez, on va arriver à la fin si on veut garder un peu de temps pour les questions, mais si je devais avoir une dernière question, c'est une question qui vous demande peut-être de vous mouiller un petit peu. Comment est-ce que vous voyez cette adoption évoluer dans le temps? Alors on a compris qu'on n'est qu'au début, mais à quel point est-ce qu'elle va être importante? Est-ce que finalement Bitcoin va être un des actifs les plus détenus par des gestionnaires d'actifs, avec des ETF qui vont dominer le top 5 des ETF, au même titre peut-être que des ETF S&P 500 aux États-Unis. Comment est-ce que vous voyez les choses à 10, 20 ans en termes d'adoption institutionnelle? Alors, je pense que le plus gros ETF du monde sera un ETF Bitcoin. Je pense que Ibit a des grandes chances à un moment d'y arriver parce qu'encore une fois, on parle là à des prix actuels, mais ils ont des flux continus. Je pense qu'il est très probable, étant donné que c'est que x10 en termes de comparé au SPI et au VOO, etc. Donc, il est possible que d'ici quelques années, le ETF Bitcoin de BlackRock soit le plus gros ETF du monde. En termes d'adoption, on n'est qu'au début. Ça prend du temps, en fait, juste même aux États-Unis, par exemple, d'onboarder des nouvelles contreparties. Ils font des due diligence, ils étudient vraiment le prospectus, qui est un document qui fait 350 pages. Ils demandent chaque bulletin. Donc, ça prend du temps et je pense qu'encore une fois, voilà, ça ne représentera pas la majorité des actifs, mais si on arrive à avoir 80% des gros gestionnaires d'actifs qui ont alloué entre 1 à 5% dans des portefeuilles multi-assets, etc., dans le Bitcoin, ce sera une très belle réussite. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, en fait. Ça, c'est surtout ce qui est excitant. Après, la vitesse d'adoption va dépendre de tout un tas de facteurs, de régulation, de contexte macro aussi potentiellement, mais c'est en train de devenir une classe d'actifs à part entière. Est-ce que la détention se fait en direct ou de façon dérivée? Au final, elle va juste inciter à continuer à investir dans l'actif. Donc après, ce qui se passera à 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, je pense qu'il y aura de la volatilité encore sur l'adoption en tant que telle, mais je suis assez optimiste sur l'avenir. Cyril, le mot de la fin? Oui, non, pareil. Voilà, je peux que aller dans le même sens. Moi, je ne vais pas trop mouiller. Je vais surtout utiliser une étude qui a été faite par Bloomberg Intelligence, qui, elle, alors pour le coup, c'est à horizon fin 2025, voit un actif global autour des produits Bitcoin qui devrait avoisiner les 500 milliards. Voilà, c'était la prévision qu'avait pu faire Bloomberg Intelligence, qui me semble pas débile. Voilà. Et donc, Super. Donc il y a de quoi être quand même optimiste. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais c'est à vous. Il y en a au centre ici. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde. On parle beaucoup d'adoption donc des institutions, des banques commerciales, mais pourtant on ne parle pas beaucoup de la Banque centrale. Alors qu'en 2025, donc dans 6 mois grosso modo, les banques centrales seront capables de stocker dans leurs réserves jusqu'à 2% de Bitcoin ou des alt aussi. Comment vous voyez ce changement? Quel impact ça pourrait avoir sur le marché? Je pense que ça peut être assez important. Les banques centrales, en général, sont très friands des ETF. Elles sont les plus gros détenteurs pratiquement des ETF, quel que soit. Donc c'est possible que grâce justement à la titrisation de Bitcoin via les ETF, qu'on puisse voir une allocation. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis quelques temps, notamment d'un gros fonds souverain du Moyen-Orient achetant du Bitcoin. C'est potentiellement confirmé, mais voilà, c'est pas... Est-ce que ça arrivera? Je pense que ça aura un impact, mais voilà. Merci. J'ai une question à droite. Merci, c'était passionnant. Moi, je veux revenir sur des propos que vous avez eus tout à l'heure, à propos des institutions qui seraient un peu frileuses d'utiliser le Bitcoin pour potentiellement certaines offres qui nécessitent de les transférer, parce que mais 10 minutes, parce qu'il y a des frais de transaction. Moi, je voulais savoir, est-ce que les institutions, elles étudient le Lightning Networks comme une solution potentielle, pour, je sais pas, pour des potentiels futurs produits
Oui, je pense qu'il y en a un certain nombre qui regardent ça. On suit ça de très près aussi. C'est pas une chaîne qu'on supporte pour l'instant, mais c'est quelque chose que les institutions regardent, mais on n'a pas encore observé une adoption massive et on n'a pas eu de demande massive de la part de nos clients institutionnels pour le support de Lightning. Ça pourra venir par la suite, mais pour l'instant, ça n'a pas été observé encore de notre côté. Au Salvador, ça a été le cas. Voilà. Un gros institutionnel, un État. Voilà. D'autres questions? On ne voit pas en haut, hein, donc Ah oui. je sais pas. Pardon, bonjour. Est-ce que vous pensez, du point de vue institutionnel justement, qu'il y aura des coins colorés avec une différenciation des coins due à la régulation justement, avec des bons bitcoins et des mauvais bitcoins? Alors, on parle du Bitcoin en direct, là, pas d'ETF ou de produits dérivés. Oui, oui, oui. C'est déjà le cas en fait. Hein. Tout ce qui se passe sur la blockchain est enregistré, tout le monde peut tout voir. Et aujourd'hui, les institutionnels qui détiennent du Bitcoin en propre, donc qui gèrent eux-mêmes leurs clés, utilisent des services par des sociétés comme Chainalysis ou Elliptic ou d'autres fournisseurs pour justement s'assurer que s'ils reçoivent un Bitcoin qui est passé par un wallet teinté qui est associé à une activité illicite, ils puissent soit friser l'accès à ce wallet et le reporter au régulateur, soit faire une investigation. Et il en est de même quand il s'agit de faire des envois d'actifs vers des contreparties tierces. Imaginez une plateforme d'échange quelconque, vous êtes un client de retail dessus, vous demandez à retirer l'actif pour l'envoyer sur votre wallet pour faire du self-custody par exemple. L'intermédiaire qui fournit le service va automatiquement screener votre wallet pour s'assurer de ne pas l'envoyer vers un wallet associé à une activité illicite. Donc en fait, il y a déjà un screening par tous les institutionnels qui sont régulés, qui détiennent des cryptos en propre, pour s'assurer justement de ne pas interagir avec des bitcoins sales, par exemple. Ok, merci. Et après, ils peuvent être aussi remis dans le système. Ça, c'est assez intéressant parce que le gouvernement allemand, par exemple, récemment liquidé des bitcoins et ils ont fini dans les ETF bitcoin. Donc ça peut aussi arriver comme ça. D'autres questions? Oui, au fond, j'ai l'impression là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça m'a fait penser, petite remarque, à la chaîne YouTube de Matthew Crader, Bitcoin University. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Et effectivement, lui, il parle de Bitcoin échangé sur une sorte de marché noir et les Bitcoins détenus, pas en self-custody, quoi. Et voilà, c'était une remarque simplement, mais peut-être que vous pourriez rebondir sur les propos de Matthew de cette chaîne YouTube. Je suis pas sûr de connaître ses propos, donc je vais avoir du mal à rebondir là-dessus. Alors c'est pas grave, mais Pareil. peut-être que... Ok. Mais juste pour faire un commentaire sur le sujet, en fait, l'une des craintes aujourd'hui pour les institutionnels, c'est justement de recevoir un Bitcoin sale ou d'envoyer sur un wallet sale. Ça, c'était un vrai risque légitime il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est plus un risque. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent d'automatiser le screening des transactions qui rentrent sur votre wallet et des transactions qui en sortent, qui vous permettent en tant qu'institution de vous assurer que si jamais un jour quelque chose rentre qui n'est pas propre, vous êtes automatiquement notifié et d'annuler l'envoi vers quelque chose d'une adresse qui potentiellement est sale. Donc aujourd'hui, quand je disais qu'on se rapproche d'une adoption institutionnelle, c'est qu'on a de plus en plus d'outils qui sont intégrés dans des mécanismes de gestion de wallet pour justement éviter ce genre de scénario qui serait le cauchemar de n'importe quel institutionnel qui s'imagine commencer à offrir des services Bitcoin et qui, au bout de quelques semaines, se rend compte qu'il interagit avec des wallets qui participent à des financements illégaux, par exemple. Alors, il nous reste 2 minutes selon le compteur de notre écran, donc il y a la place pour une dernière question, et sinon, on vous remerciera. Je vois une question ici, oui. Bonjour. Qu'est-ce qu'on appelle un bitcoin sale en fait? Comment c'est défini? Et est-ce que ça varie suivant les pays? Est-ce que quand on est en Russie, c'est la même chose un bitcoin sale que quand on est aux États-Unis par exemple? C'est une bonne question. Je ne suis pas forcément la meilleure personne placée pour répondre à ça, mais en fait, il y a différentes catégories de
saleté, j'allais dire, ou d'activités déclarées illicites. Il y a des listes de wallets qui sont enregistrées par l'OFAC. Il y a des listes de wallets qui sont associées à des financements de terrorisme, de gambling, de drug dealing. Et en fait, comme toutes ces opérations se passent on-chain, si on sait lire et suivre les mouvements de tokens sur la blockchain, on est capable de définir aujourd'hui des scénarios dans lesquels un wallet teinté va faire passer un actif dans un pool et ensuite il va se retrouver sur 10 adresses qui ensuite reviennent vers le même wallet derrière. Donc en fait, les critères sont, pour rebondir sur votre question, il y a des critères qui, à mon avis, sont différents en fonction des pays et des régulations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des critères généraux comme tout ce qui est OFAC et Terrorist Financing qui vont s'appliquer quelle que soit l'entité dans laquelle vous travaillez. On a une dernière question ici devant, Merci. on a encore un tout petit peu de temps. Oui, bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que le fait d'avoir mixé des bitcoins suffit à les faire qualifier de sales ou pas? Allez-y. Mixer les bitcoins, est-ce qu'on les qualifie de sales? Non, pas forcément. En fait, ça dépend. Encore une fois, ça va dépendre de qui va recevoir et de quelle institution on parle, dans quel pays, quelle juridiction. Tu parlais de OFAC, voilà, tout ce qui va être business américain, si c'est passé par, en effet, un des mixeurs qui est mis sur la liste des États-Unis, ça va être considéré potentiellement comme sale. Ça va dépendre, encore une fois, de quel type d'acteur on parle, de quel type de fonds, dans quelle juridiction c'est passé. Et pour la France, avec par exemple Samouraï ou Wasabi, si on a mixé, c'est sale ou c'est propre? En fait, la question, c'est si vous êtes un institutionnel et que vous recevez quelque chose de sale, vous allez voir votre régulateur en leur montrant votre rapport risk scoring du fournisseur KYC que vous avez, et c'est le régulateur qui décide en fait. Il n'y a pas de sale ou propre, c'est le régulateur qui va prendre une décision par rapport au rapport que vous lui fournissez, l'interaction que vous avez eue. Et vous, si vous avez reçu ça ne sachant pas quelle est la source, ce n'est pas de votre faute. Si vous allez l'envoyer vers quelqu'un et que vous avez fait un KYC et que c'est l'adresse qui correspond, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut flaguer au régulateur également. Mais au final, ce n'est pas forcément vous qui décidez, ça va être le régulateur. Oui, mais concrètement, moi j'ai des bitcoins en self-custody. J'ai payé mes impôts sur tout ce qu'il faut. J'ai acheté ça avec mes euros qui viennent de mon compte Société Générale. Et puis je les mixe parce que simplement j'ai envie d'être anonyme. Est-ce que le jour où je veux ensuite m'en servir, on va me dire qu'ils sont sales? Ça dépend comment vous en servez et qui a face à vous. Non, si c'est une plateforme d'échange qui fait un screening et qui se rend compte qu'ils étaient sales, ils ne vont pas les accepter. Donc, ils ne sont pas sales. J'ai payé mes impôts, ils viennent de mon compte Société Générale. C'est passé par exemple une plateforme, Kraken ou une autre. Et puis je les ai mixés parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache où je mets mon argent. C'est pas sale, tout est propre. J'ai payé mes impôts, je suis en règle partout. Mais est-ce que ça va être étiqueté comme sale parce que je les ai mixés? Je pense qu'il faut parler au régulateur. Il faut parler au régulateur là-dessus. Je pense qu'encore une fois, ça va être du cas par cas. Si on peut prouver qu'on est de bonne foi et qu'on n'est pas lié à une activité justement qui est la raison pour laquelle ils essaient de bannir les mixeurs, il n'y a pas de raison, je pense, qu'ils l'autorisent. Mais après, la régulation évolue énormément sur ces sujets-là, pratiquement au jour le jour. Donc possiblement, à un moment, ils diraient non. Donc on ne sait pas et ça peut être le cas. Je pense que c'est ça le... Donc que juste parce qu'on veut être anonyme et que sa boulangère, on n'a pas envie qu'elle sache d'où vient mais ce sont nos sous, on va être qualifié de gros pirate qui ne peut plus rien faire. C'est pour ça que les ETF Bitcoin, c'est pas mal. Bonne conclusion, on est à court de temps malheureusement, donc on va mettre fin à ces questions de saleté pour vous remercier. Et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence.